Le Burkina Faso, encore la cible d'attaque ce jeudi, c'est le commissariat de police de Gansan dans la boucle du Mouroun qui en a fait les frais. Mais grâce à la promptitude des policiers dans la riposte, l'on n'enregistre que des dégâts matériels. Une attaque de plus qui intervient au lendemain de la fermeture du CEG de Gansan pour fait de menaces terroristes sur le corps enseignant. Et puis, dans le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, le témoin Gabriel Tamini a manqué de peu l'arrestation pour faux témoignage. Lui qui a livré sa version des faits du 15 octobre 1987 avec 3 autres témoins, dont le professeur Serge Théophile Balima, chargé de communication à la présidence au moment des faits. Et enfin, de 10% de Burkinabés vaccinés attendus en fin décembre, le ministère de la Santé n'en enregistre jusque-là que 4% de vaccinés. Le professeur Chalmaï Ouedraogo, qui était face à la presse ce matin, pointe du doigt l'influence des fake news et compte sur l'appui des médias pour renverser la tendance. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Cette information, avant de développer les titres, le Burkina Faso a encore été attaqué dans la matinée de ce jeudi. Le commissariat de Gansan, dans la province de la boucle du Mouroun, a été pris pour cible par des individus armés. Quelques dégâts matériels enregistrés, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer grâce à la promptitude dans la riposte des policiers, peut-on lire dans le communiqué de la division et des relations publiques de la police nationale. Un communiqué qui salue la bravoure des policiers et selon des sources locales sur place, l'attaque aurait créé une psychose dans la commune. Des commerces sont donc restés fermés par prudence. À noter également que l'attaque de ce jeudi intervient au lendemain d'une série de menaces terroristes sur le corps enseignant qui a d'ailleurs procédé à la fermeture du CEG de Gansan, une localité située à une 60aine de kilomètres de Dédougou. Voilà, direction l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou à présent, où le plafond de l'amphi A600 s'est écoulé hier soir alors que des étudiants de la faculté d'histoire et archéologie y prenaient cours. Bilan de cette catastrophe, 5 blessés évacués à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. D'autres blessés auraient été pris en charge sur place par l'université. Et puis, je vous l'annonçais tout de suite en titre, la couverture vaccinale pour ce qui est de la Covid-19 peine à s'élargir. Pour 10% de Burkinabés vaccinés attendus en fin décembre, le ministère n'en enregistre jusque-là que 4% de vaccinés. Le professeur Chalmaï Ouedraogo, qui était face à la presse ce matin, pointe du doigt l'influence des fake news et compte par ailleurs sur l'appui des médias pour renverser la tendance. On en saura davantage dans quelques instants. En attendant, l'ouverture des frontières terrestres et ferroviaires burkinabais est effective depuis ce 1er décembre. Une de nos équipes a pu le constater à la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire où c'était le ouf de soulagement pour les passeurs clandestins. Une joie qui n'est pourtant pas totale puisqu'ils s'inquiètent déjà de cette ouverture qui pourrait peut-être rester lettre morte si les pays voisins du Burkina Faso, comme par exemple la Côte d'Ivoire, n'emboîtent pas le pas. C'est une exclusivité de la télévision BF1 rendue possible grâce à Wilfried Cédric Mabio qui a bravé la nuit noire et d'autres désagréments. Regardez. Nous sommes à Yendéré, village situé à 7 km de la frontière de la Côte d'Ivoire. Plus que 3 heures avant la date d'ouverture des frontières terrestres, ce 1er décembre, comme annoncé par le gouvernement burkinabé. Une annonce qui a trouvé l'assentiment des populations, dont les passeurs clandestins, visiblement épuisés de se cacher pour rejoindre les deux frontières. C'est pas facile de traverser. Les passagers que nous prenons souvent, il y a beaucoup de problèmes
Il y a d'autres qui disent qu'ils ont payé l'argent direct, vont arriver ici, ils doivent alors payer encore sur les corps habillés, les passages avant d'arriver à destination. Donc c'est seulement nous-mêmes qui menons cette activité-là. Nous pensons que vraiment ce sera la bonne solution afin que les passagers vraiment soient un peu à l'aise. Par contre, certains transporteurs doutent de la crédibilité de cette ouverture, car pour eux, la question fondamentale est la suivante. Est-ce que la Côte d'Ivoire va ouvrir d'abord? C'est la question d'abord. Si la Côte d'Ivoire ne va pas ouvrir, c'est que si nous disons on va ouvrir, c'est que ça sera un peu compliqué. Question totalement fondée. Le constat fait en ce 1er décembre est que les frontières terrestres ont été ouvertes du côté du Burkina Faso, mais fermées du côté de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Léraba, où se situe le premier poste de contrôle entre les deux pays, c'est un désert total. Une situation qui désole les commerçants installés sur ces postes frontaliers. Qui dit que s'ils ont livré le Burkina, ils ne sont pas livrés la plupart. En tout cas, ça ne va pas marcher. Et puis, nous, ça on n'est pas content de ça. Parce que c'est les cas qui envoient les passagers, c'est les passagers qui payent les marchandises à nous, c'est les passagers qui peuvent manger à nous. Donc, si les passagers n'arrivent pas ici, c'est comme ils n'arrivent pas. On veut que ça n'a qu'à ouvrir. Donc, tout le monde va passer, tout le monde va être libre. Mais si ça est fermé, si ça n'a pas ouvert, comme pour Burkina là, en tout cas, on n'est pas content. Ça nous on veut que ça n'a qu'à ouvrir. Tout laisse donc à croire que la résolution portant réouverture commune de cette frontière annoncée le 27 juillet dernier à Abidjan lors du 9e traité d'amitié et de coopération TACT entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso connaît encore des tâtonnements dans son application. De retour en plein cœur du Burkina Faso, en prélude à ces journées de redevabilité prévues pour se tenir en janvier prochain, mardi dernier, le conseil municipal de l'arrondissement 4 de Ouagadougou était sur les pas de ses réalisations d'infrastructures pour le compte de la mandature 2017-2021. Des infrastructures socio-éducatives en passant par celles sanitaires, la délégation du conseil municipal accompagnée des chefs coutumiers et religieux a pu également constater de visu le niveau d'avancement des infrastructures en cours de réalisation. Amadou Diko était de cette visite. Il nous en parle avec la voix de Maxime Ilboudou. Quartier Toudoubuego au secteur 20 de Ouagadougou. C'est ici que la délégation du conseil municipal de l'arrondissement 4 décide d'entamer sa visite des infrastructures réalisées durant la mandature 2017-2021. Accompagné de chefs coutumiers et religieux, le conseil municipal s'imprègne de l'état de ce forage qu'il avait réalisé au profit des populations de ce quartier périphérique qui éprouvaient des difficultés pour avoir accès à l'eau potable. Nous sommes au secteur 20, plus précisément dans le quartier Toudoubuego. Et vous savez que c'est un quartier périphérique, une zone non lotie, comme on l'appelle communément. Et la question et le problème véritable qui se pose dans ces quartiers périphériques, notamment non lotis, c'est la question d'eau potable. Et dès l'entame de notre mandat, ça a été des préoccupations évoquées par la population et les représentants de ces populations qui sont les conseillers. Nous avons entrepris un partenariat avec des ONG et l'ONG Humanity First nous a accompagnés avec ces forages-là au nombre de 3. D'un coût pris individuellement à plus de 15 millions de francs CFA. Outre ce site, elles sont plus d'une dizaine d'autres infrastructures d'ordre éducatif, sanitaire, administratif, culturel et sportif sorties de terre qui sont visitées par la délégation. Parmi ces réalisations, on peut citer le CEG de Touquin et Somgandé, le CSPS et la maternité de Rumtenga. Estimées à plus d'1 milliard de francs CFA, ces réalisations ont vu le jour grâce à un plan de développement du conseil municipal. Dès l'entame de notre mandat, nous avons vite mis en place un plan de développement de notre arrondissement qui s'évaluait à des milliards. Sans budget, que faire?
il faut libérer son génie créateur comme en tout cas l'ancien président Thomas Sankara. Et le conseil municipal a estimé qu'il y a des secteurs prioritaires, dont l'éducation, la santé, l'assainissement. Vous savez que la question du foncier en tant qu'arrondissement périphérique est aussi prioritaire. Cela disant, nous avons en un premier temps, avec les élus, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous nous sommes dit, nous avons une jeunesse où il faut véritablement accompagner. C'est également l'occasion pour le maire et sa délégation de constater le niveau d'avancement des infrastructures en cours de réalisation. Il s'agit entre autres de la réhabilitation des jardins de la mairie et l'aménagement du cimetière moderne de Sondgo. Sachez également que cette visite intervient en prélude des journées de redevabilité de la mairie de l'arrondissement 4, prévues pour se tenir en janvier 2022. Dans la région du plateau central, la police de l'eau, elle aussi, était au constat. Ce 1er décembre, elle a effectué une descente inopinée dans quelques unités de production d'eau préemballée à Zignaré et à Lumbila. Le constat est sans embâche. Les règles en matière de production d'eau préemballée sont foulées aux pieds. Sur 5 unités visitées, seulement une était en règle. Les autres épinglées ont juste été fermées séance tenante. Elles ne pourront rouvrir qu'une fois les anomalies corriger. Les précisions de Arsène Konditamdi. La patrouille de la police de l'eau du plateau central commence dans cette unité de production d'eau préemballée. Fonctionnelle depuis 2020, cette unité de production située au secteur 1 de Zignaré n'a payé qu'une seule fois la CFE, la contribution financière en matière d'eau. Une taxe imposée aux entreprises qui consomment plus de 100 litres d'eau par jour. Pire encore, aucune analyse n'a été faite depuis un an. Il n'y a pas d'analyse depuis 2020. En 12 mois, qu'est-ce n'a pas analysé ton eau? Ou bien, on a un pays de poussière, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le coronavirus. Ou bien. Surtout qu'il y a des habitations maintenant à côté. Non, on va fermer ça. Il faut pas voir la cadenas avec les gens. Ce premier site sera fermé après inspection. Dans cette autre unité, tous les papiers sont à jour, mais c'est la dernière analyse trimestrielle de l'eau qui est révélatrice d'anomalies. L'eau contient des coliformes totaux, des bactéries qu'on retrouve fréquemment dans les déchets humains et animaux. Cela s'explique par la présence d'une porcherie à proximité de ce site. Ici, c'est 0, on a 0, mais on a 100, c'est beaucoup. Tout ça, c'est bon. Non, quand c'est comme ça, il n'y a pas d'excuse. Non. Si à ça là, on suspend. On peut pas. Non, c'est autre chose là-haut. C'est comme tu as l'eau avec du poison et puis tu bois. À cause de ça là, on ferme à ce que vous faites d'abord le traitement. Cet autre site va connaître le même sort que le précédent. Au cours de cette opération, 5 sites de production ont été visités, 3 à Zignari et 2 à Lumbila. Parmi ces unités de production, une seule était en règle vis-à-vis des normes en vigueur. Les 4 autres ont été fermées en attendant qu'elles se conforment aux règles. Nous avons commencé à travailler depuis 2017 sur la question de la police de l'eau avec ces séances-là. Pendant les 2 premières années, on a procédé d'abord à la sensibilisation. On a été sensibilisés 1 année, 2 années. Et la 3e année, c'est-à-dire l'année passée, nous avons commencé à les verbaliser, essayer de les intimider. Nous vérifions la présentation des documents d'analyse d'eau, à la physico-chimique et bactériologique, datant au moins de 3 mois. Alors, il y a aussi la CFE, une taxe qui a été imposée par l'État, donc nous contrôlons les deux. Voilà, mais nous sommes plus rigoureux sur les analyses d'eau. La visite de ce 1er décembre fait partie d'une stratégie de contrôle régulier et d'interpellation des acteurs œuvrant dans le domaine des eaux préemballées. D'autres visites inopinées comme celle-là devraient avoir lieu dans d'autres villes de la région du plateau central. Dans le registre justice militaire, le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara se poursuit avec l'audition des témoins. Fait marquant de l'audience de ce 1er décembre, le témoin Gabriel Tamini, journaliste à la retraite, celui-là même qui a lu la déclaration du Front populaire le 16 octobre 1987, a manqué de peu l'arrestation. La partie civile estimant qu'il a fait un faux témoignage
Comme lui, 3 autres personnes ont été appelées à témoigner. Il s'agit du professeur Serge Théophile Balimon, très connu dans le milieu du journalisme et de la communication, justement chargé de la communication à la présidence au moment des faits, de Michel Toé, lui était délégué médical, et Patrice Nana, sous-officier à la retraite. La quintessence des témoignages avec Benjamin Kwame qui suit pour nous ce procès historique. Le 15 octobre 1987, avant les événements de 16 h environ, où Thomas Sankara et 12 autres personnes ont été fusillées au Conseil de l'Entente, Serge Théophile Balima, alors journaliste, directeur de la télévision nationale et chargé de la communication à la présidence, s'était rendu à son lieu de travail, toujours à la présidence, où régnait une atmosphère désertique, raconte à la barre le témoin. Thomas Sankara a reçu 2 coups de fil. L'un venait d'une femme. J'ai supposé que c'était sa femme ou d'une amie. La voix disait « Thomas, où es-tu? Sauve-toi, ils vont te tuer », explique Serge Balima. Thomas Sankara dira à l'interlocuteur « On va régler ça ce soir si je rentre ». Puis s'est dirigé au Conseil de l'Entente. Ensuite, un premier coup de feu. Et après, des tirs nourris. Balima comprit alors que c'était sérieux. Avec son collègue, chacun a pris ses jambes au cou. Plus tard, il a appris la mort du guide de la Révolution. Thomas Sankara envisageait créer un parti unique pour gérer le Burkina Faso. Cela ne plaisait pas à certaines personnes. Il y a aussi eu la soif du pouvoir des uns et des autres, sans oublier les contradictions qui régnaient au CNR par moments. Des raisons évoquées par le journaliste qui pourraient expliquer la mort de Thomas Sankara, dit-il, devant le tribunal. Évoquant les facteurs inquiétants, le professeur Balima indique qu'un jour, Thomas Sankara a fait couper l'eau chez le Moro Naba. Serge Théophile Balima confesse que le 3 octobre 1983, lors d'un discours, le roi de Tenkodogo déclarait « C'est Thomas qui parle là? Si c'est lui, c'est que son âme n'est plus en lui. » Il fallait alors faire des sacrifices car il ne voulait pas voir du sang couler sur son territoire. Avec l'ancien directeur de la radio nationale, c'était un méli-mélo entre déclaration devant la chambre d'instruction et devant le tribunal. Gabriel Tamini, suspendu en septembre 1987 dans ses fonctions par Thomas Sankara, explique qu'au début des événements, c'est Salif Diallo qui est venu le chercher à son domicile et sont repartis chez Blaise Compaoré. Mais pourquoi c'est vous que Salif est venu chercher? Demande la partie civile. Parce qu'il était mon ami, répond le journaliste et actuel pasteur. Pourquoi avez-vous accepté de lire le deuxième communiqué dans lequel on traitait Thomas Sankara de renégat, d'autoritaire? Questionne Maître Badolo de la partie civile. J'étais dans une bouée de sauvetage, sous la pression, précise-t-il. Tous les témoins passés à la barre déclarent qu'après le drame, Blaise Compaoré se serait rendu au Conseil de l'Entente. Comment lui explique que c'est au domicile qu'il s'est rendu et a vu Blaise qui semblait être malade, s'interroge l'avocat Guy Hervé Cam. Le témoin tente de se défendre, mais ne convainc pas. La partie civile demande alors au président, conformément à l'article 120 du Code militaire, d'arrêter Gabriel Tamini pour fausse déclaration. Le parquet s'y oppose. L'audience est suspendue. À la reprise, le président du tribunal a rejeté cette requête et estime que les déclarations du témoin ne sont pas invraisemblables. Le témoin n'est donc pas arrêté, ce qui désole la partie civile. Nous sommes totalement déçus parce que nous notons tout simplement que le tribunal ici a fait sans doute un jugement humanitaire. Plusieurs témoins viennent, prêtent serment et violent allègrement leur serment en refusant tout simplement de dire toute la vérité. Et à partir de ce moment, il fallait que ça s'arrête. Et je pense que désormais, lorsque nous allons noter en tout cas qu'il y a des témoignages par fausses, nous allons faire la demande. Si le tribunal veut, il continuera à refuser. Mais nous, notre attachement à la justice nous conduira toujours à faire cette demande-là. L'ancien délégué médical, Michel Toé, a eu une confrontation avec l'accusé Jean-Pierre Palme. Michel Toé relate, le colonel Pam m'a dit qu'il avait mis en place 2 commandos. Un devrait exécuter la tâche du 15 octobre au Conseil de l'Entente et le deuxième viendrait terminer si ça échouait. Le gendarme ne reconnaît pas ses propos. C'est archi faux. Les Toé pensent que c'est moi qui ai fait arrêter André, l'un de leurs frères. C'est cette vengeance qui les anime, conclut-il. Les audiences se poursuivent ce jeudi 2 décembre. Dans la région des Cascades, l'Association des jeunes patriotes pour le développement de la localité est soucieuse de la situation nationale
dominé par l'insécurité ces dernières années. Afin de jouer sa partition pour un retour à la paix, elle a placé la 12e édition du festival Innovaction sous le signe de la recherche de solutions à l'insécurité. Un rendez-vous culturel qui a également servi de cadre pour rendre un hommage bien mérité aux forces de défense et de sécurité, aux avant-postes dans la lutte contre l'hydre terroriste. Cédric Wilfried Mabiou. Les jeunes de la région des Cascades, composés de Dozo, des élèves et étudiants, travailleurs du public et du privé, ont fédéré leurs compétences autour de la culture pour l'émergence de la région. À cet effet, le Festival international Innovaction a été mis sur pied. Pour sa 12e édition, qui s'est tenue sur 3 jours, une conférence sur le thème « Culture, tremplin pour affermir la cohésion sociale dans la situation de terrorisme » a été prononcée par le conseiller spécial du chef de l'État chargé des questions culturelles et des arts, Abdul Karim Sango. Et nous voulons qu'il y ait la cohésion dans notre pays. Nous avons un problème d'insécurité dans notre pays. Donc nous voulons sensibiliser nos parents, les jeunes, les femmes, les hommes, la confrérie d'Osso, les administrateurs, de travailler de sorte à ce qu'il y ait la paix. C'est la paix que nous voulons dans notre pays, le Burkina Faso, que c'est dans la sous-région. Voilà, que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire, nous avons un problème d'insécurité. Donc c'est pour ça notre objectif ultime qu'il y ait la paix. On pense qu'avec la culture, on peut avoir la paix. Le conseiller du gouverneur de la région, représentant Joséphine Apiou-Kwara, présidente d'honneur de ce festival, a salué l'initiative et plaidé pour sa pérennité. La région des Cascades se réjouit des actions de l'association des jeunes patriotes pour le développement des Cascades qui, depuis 12 années, anime la vie culturelle de la région. Le thème nous interpelle à puiser dans nos valeurs culturelles pour non seulement maintenir les liens avec nos semblables, mais aussi trouver les ressorts nécessaires pour faire face au combat qui nous est imposé. Au cours de ce festival, une nuit d'hommage a été dédiée aux forces de défense et de sécurité. Cette édition a vu la présence des autorités municipales de la ville de Sikasso, au Mali. Sport football à présent, dans 5 semaines environ, l'Afrique vibrera au rythme de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette compétition, les étalons vont jouer le match d'ouverture contre les Lions indomptables du Cameroun, pays qui accueille d'ailleurs cette fête du football africain du 9 janvier au 6 février 2022. Pour cette 12e présence du Burkina Faso à la CAN, la rédaction de BF1 vous propose chaque jeudi un temps fort des différentes participations des étalons au CAN passé. Dans cette édition, on vous fait revivre ou découvrir les couleurs de la CAN 78 au Ghana avec le capitaine à l'époque qui n'est malheureusement plus de ce monde, Tewende Compaoré, dit le général Théo, que je vous invite à suivre. J'ai pris le brassard en 1974. Après, Soumaïla Traoré, dit assurance. Donc, jusqu'à la CAN, bon, j'étais responsable soit des tirs, des pénaltys et autres, comme ce que faisait assurance. Bon, il n'y a rien de spécial, mais durant les 4 années, bon, ben, ça va. Mais comment vous avez vécu cette CAN? C'était une CAN d'observation. On n'avait jamais vu. Il n'y avait pas la télé pour voir même les autres CAN. On apprenait seulement par les radios et autres. Bon, donc déjà la contemplation du public, chercher à connaître les autres joueurs, bah, ça venait par la tête, mais tout ce qui nous motivait, c'est de jouer une première CAN. Une première CAN, d'ailleurs, qu'on a gagné sous réserve avec les autres machins où on a participé. Ça veut dire qu'on se comportait aussi bien parce qu'il n'y avait que 8. Et en 78, il n'y avait que 8 qualifiés. Ce n'est pas 16 ou 32 aujourd'hui. Donc, on a vécu ça comme un regroupement. Et une admiration pour nous parce que c'était une fierté pour nous parce que c'était une première CAN. Vous faites 3 matchs, 3 défaites Oui, mais avec des scores acceptables. Ah oui? Bon, j'ai dit acceptable pour une équipe qui ne s'entraînait pas plus de 15 minutes par jour. Quand on était ici, on allait à la commissairie courir seulement. Revenir ici, c'est le matin, au centre d'accueil. Peut-être le matin, c'était la condition physique. Et on est parti sans aucun match de préparation. Donc, quand vous allez rencontrer les autres, il n'y a pas de demi-mesure. Qui était votre entraîneur?
À la CAN, c'était Otto Fischer. Je crois que la Haute-Volta a marqué 2 buts à l'heure. 2 contre le Nigeria, 2-2 contre le Nigeria, 2-0 contre le Ghana nous a battu 2-0, la Zambie 2-0. Qui sont les 2 buteurs? Vraiment, je sais que Nien Libert a marqué le premier but. Mais le reste, donc c'est lui qui a marqué le premier but contre le Nigeria. C'est le premier buteur d'une CAN. Une interview réalisée par Madi Zongo en 2017, vous avez pu le constater sur les images tout de suite. Paix à l'âme du disparu. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement donc que prend fin cette édition de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.